Bonjour à tous et bienvenue sur ce Kuro Fan Tour. Aujourd'hui, on est au Festival de livres de Colmar. Et on est avec Ness et Mathilde et Winnie pour discuter tous ensemble sur le sujet suivant. Le manga évolue entre stéréotypes et représentation du réel. Et je suis du coup avec vous, cher public, et on va discuter tous ensemble sur ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit auparavant, on a des questions préparées avec Winnie. Mais les questions, on veut qu'elles viennent de vous et aussi vous derrière vos écrans. Donc à tout moment, ceux qui sont ici, vous levez la main, on va venir vous donner un micro et vous poser votre question. Et ceux qui sont dans le chat, eh ben, vous écrivez votre question et ce sera Winnie qui va les poser à votre place. Ça va tout le monde ? Je serai votre porte-parole, le chat, aujourd'hui. Ça va tout le monde ? Est-ce que ça va tout le monde ? Ah voilà, un peu plus réveillé. Ça y est, ils se sont. Ça y est, la phase de digestion est passée là, c'est bon. C'est ça. Eh bien, on va commencer rapidement par une rapide présentation de. Mais qui êtes-vous, Nesrine et Mathilde ? Bonjour, donc je suis Nesrine, je travaille chez Kurokawa. Je suis responsable de la relecture des traductions. Donc en gros, je relis le manga quand il est monté, juste après qu'il soit traduit. Je vérifie si les phrases sont jolies, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que ça, c'est vraiment pas ma spécialité. Si elles sont cohérentes, si elles sont jolies, si je vois qu'il y a un truc qui tique, qu'il y a un truc que je trouve un peu bizarre, je vérifie dans la VO et je vois si ça a été bien traduit. Voilà. Puis je traduis aussi. J'ai beaucoup traduit beaucoup de mangas à une époque, là un petit peu moins, mais je suis aussi dans la traduction. À toi, Mathilde. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Mathilde. Alors je suis en charge de la coordination éditoriale chez Kurokawa. Donc concrètement, je vais un peu être le lien entre les différents agents qui vont intervenir, donc que ce soit les ayants droit japonais, les traducteurs, les lettreurs, les différents services de com, de marketing, etc. Et mon but, ce sera de faire en sorte que chacun ait son matériel à temps pour travailler et le rende à l'heure pour que comme ça, tout sorte à temps. Voilà. En gros, comme Mathilde est en vacances, on est foutu. T'as pas le droit d'être en vacances. Elle tient la baraque. C'est vrai. On va commencer par la première question que j'ai et après, au bout d'un moment, vous allez prendre la main dans tous les sens du terme. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vu qu'on parle de stéréotypes et de construction de manga et de représentation du réel, pourquoi la représentation du réel est importante dans les mangas, surtout quand il est historique ? Si je reprends par exemple My Happy Marriage, avec mon bel accent anglais. Le tien est clairement meilleur que le mien. On peut dire le fait de vraiment mettre une histoire dans un cadre réel permet déjà au lecteur de trouver tout de suite des points de repère, parce que ce sera des choses qu'il connaît déjà et ça va permettre de prendre moins de temps d'introduction
d'expliquer le monde dans lequel on se trouve parce qu'on le connaît déjà. Et on pourra du coup aller beaucoup plus vite dans l'action et aller vers ce qui nous intéresse. Et ça peut permettre aussi, quand, par exemple, dans My Happy Marriage, quand on va introduire des notions de fantastique, etc., ça va aussi faire un petit contraste qui peut mettre en valeur justement cette dimension magique, fantastique. Voilà. Dans My Happy Marriage, comment j'ai fait genre, il y a le côté ancrage dans le réel, il y a aussi le côté historique, je pense. Et même si c'est une époque que nous, on n'a pas connue, parce qu'on n'a pas vécu à cette époque-là. D'ailleurs, c'est un peu flou, on la devine plus ou moins. Et le fait aussi que ça se passe au Japon, nous aussi, on n'a pas vécu dans le Japon. Quand même, je pense que ça peut toucher un grand public parce que ça fait partie de l'imaginaire collectif, en fait. C'est des choses qu'on a vues dans des bouquins, qu'on a vues dans des films. On s'imagine c'est quoi le Japon début 1900, ce qu'on disait tout à l'heure pour My Happy Marriage. On s'imagine, ils mettent des kimonos, les voitures commencent à arriver, elles ont une certaine forme, etc. Il y a un mélange japonais et occidental, parce qu'à l'époque, le Japon s'ouvrait à l'Occident aussi. Donc il y a des gens qui portent des costumes, d'autres qui sont de manière très, très traditionnelle, etc. Et je pense que ça peut vraiment... ça parle à tout le monde. On pourrait croire que c'est pour un public très niche, des connaisseurs, mais en réalité, pas du tout. Et même, ça peut avoir une double intérêt, à la fois pour le public japonais, c'est une époque qu'ils connaissent parce que c'est leur histoire, mais même pour le public étranger, ça permet de connaître aussi le Japon finalement. Ouais, c'est ça, c'est une porte d'ouverture en fait vers une époque japonaise, même si elle est fantasmée, même si elle est fantastique, parce que voilà, il n'y a pas des esprits qui courent dans les rues tous les 4 matins. C'est quand même esthétiquement parlant, il y a un côté intéressant où on découvre des trucs du Japon, quoi. Je crois. Ouais, c'est ça. En plus, c'est marrant parce que si je me permets de rebondir, on a une discussion ce matin dans le bus avec Maxime Masgro d'ailleurs, qui fait des portraits manga. N'hésitez pas à aller le voir vers 16h au passage. Mais on parlait du côté d'adapter aussi le côté réalisme aussi de certaines choses, de faits historiques réels. Et je pense aussi que ça permet, comme vous l'avez dit, au lecteur aussi s'identifier, soit à une certaine époque, pour nous qui ne vit pas au Japon, mais même pour les Japonais, et même qui vivent là-bas, mais qui n'ont pas connu une certaine époque, qui ont peut-être été narrés par leur grand-père, leur arrière-grand-père, tout en rapportant un côté fantastique, parce qu'il faut du divertissement dans les œuvres, quoi. Et en plus de ça, sur l'intérêt aussi de faire un manga dans un cadre, on va dire, historique, ça permet aussi, d'un point de vue social, de mettre en place des relations entre des personnes qu'on ne pourrait pas faire dans un manga qui a lieu aujourd'hui. Par exemple, effectivement, dans My Happy Marriage, l'héroïne est quand même dans un système de mariage arrangé et elle va tout faire... Son énorme but, en fait, elle va se construire et apprendre pour être une bonne femme de maison. Alors aujourd'hui, clairement, si ça se passait aujourd'hui, ça en ferait hérisser plus d'un. Mais au contraire, là, c'est vraiment, à l'époque, c'était vraiment la structure sociale. La femme, son rôle, c'était vraiment d'être à la maison et de soutenir son mari qui, lui, avait vraiment le rôle au travail et vraiment le rôle à l'extérieur. Et elle, c'est elle qui avait le pouvoir à l'intérieur. Et c'était vraiment de les mettre ensemble. Que, en fait, c'était vraiment la femme et le mari se complémentaient et devaient faire un couple vraiment puissant pour toute la famille. Et c'est vraiment une dimension qu'on ne peut pas vraiment retransmettre aujourd'hui. Donc c'est en tout cas différemment, et c'est une problématique que du coup on peut aborder grâce au contexte historique. Ouais, je ne sais pas si les gens qui sont là ont lu My Happy Marriage, mais effectivement ça passe crème. Le système, on ne se pose pas de questions, on ne se dit pas c'est pas très féministe, absolument pas, quoi. Ouais. C'est bien parce que vous avez complètement embrayé sur la deuxième question. Ah. Mais c'est très bien. C'est très bien. La deuxième question, elle porte sur les stéréotypes justement qu'on peut avoir et sur les canevas aussi les structures sociales. Est-ce qu'elles ont évolué? Comment elles sont représentées dans les mangas? Je dirais que les stéréotypes sont toujours là parce qu'on en a besoin. Les stéréotypes sont partout, dans toutes les œuvres. Que ce soit au cinéma, du roman, du manga, de l'animé, et dans tous les pays, au final. C'est la base de la narration, voilà, finalement. C'est ça. Pour qu'on puisse s'identifier. En fait, c'est
plus pour qu'on puisse identifier le personnage facilement. On va dire de premier abord, il va paraître stéréotypé et peut-être que quand on va avancer dans l'œuvre, il va y avoir des choses qui vont le sortir de ce stéréotype, mais pour qu'on puisse identifier le perso et s'identifier à lui. On est toujours le quelque chose du groupe, tu vois. Donc le geek du groupe, comme disait Mathilde tout à l'heure, le gros mangeur du groupe. Ça, c'est moi. J'ai mangé tous les chocolats aujourd'hui. Oui, il y aura toujours le timide, le grincheux. Bon, ça fait un peu les sept nains, mais c'est un peu le principe aussi. C'est aussi des stéréotypes. Et ça permet d'identifier tout de suite tel ou tel type de personnage, même si de prime abord, comme tu as dit, même si après on peut aller plus dans la nuance. Mais ça permet aussi d'avoir... Plus on a une diversité de personnages vraiment différents, plus le lecteur va facilement s'identifier à l'un d'entre eux. On est sûr de toucher un maximum de personnes comme ça. Et puis on peut jouer aussi sur les stéréotypes, on peut faire croire aux gens des choses. Enfin, par exemple, dans Blue Flag, il y a un personnage de fille très féminine qui met des mini-jupes et qui se maquille. Et en fait, dans ce genre de manga, dans le manga shoujo par exemple, les filles qui sont représentées comme ça, c'est souvent les pains-bêches et les méchantes. Et c'est une amie, je crois qu'elle s'appelle, je ne me rappelle plus très bien. Et moi, ce perso, il m'a bluffé parce que c'est moi qui ai traduit le manga, c'est pas pour me vanter, mais en bossant dessus. Il est très bien traduit. Ouais, très bien. Allez lire Blue Flag si ce n'est pas déjà fait. En bossant dessus, je me disais, ah, celle-là, elle va faire une connerie, ah, je l'aime pas. Et en fait, en avançant dans les tomes, c'est devenu un de mes personnages préférés parce qu'elle-même sort de son stéréotype et elle-même, en fait, est considérée comme un stéréotype par ses camarades. Et à un moment donné, elle sort de ses gonds et elle leur dit, moi, je suis pas comme ça. Il faut arrêter de me considérer comme cette fille-là parce que je suis pas cette fille-là. C'est pas parce que je lui ressemble physiquement. C'est pas parce que je suis apprêtée, etc., que je suis la méchante, que je veux sortir avec tous les mecs que je croise. Moi aussi, je peux avoir... par exemple, elle a une relation avec un mec qui lui court après, et elle lui dit « Mais pourquoi tu me considères pas comme une personne, comme un être humain et comme une amie, quoi ?» Et je trouve c'est cool, en fait, dans les mangas, depuis dans les 10 dernières années, peut-être, je sais pas si j'exagère un peu, qu'on sort de ces stéréotypes, que les personnages soient complets, divers dans une personne. On n'est pas une seule identité, quoi. Un seul perso peut avoir plusieurs identités, peut avoir plusieurs côtés, et qu'on joue là-dessus et qu'on fasse réfléchir les gens en sortant de ça, quoi. Non, mais c'est très bien. J'étais juste happé par tes paroles. Je ne peux pas. On peut rien dire de Ah plus, oui. en fait. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, si vous avez des questions, vous levez la main. Des interrogations, vous pouvez toujours lever la main et on viendra aussi vous donner le micro. Je le répète, on va le répéter souvent parce que le but c'est d'interagir aussi avec vous. Ouais, Parce qu'il n'y aura pas de questions à la fin. Hein. Ce sera là, on prend au fil de l'eau. Hein. Et on rappelle aussi pour le chat également, pour ceux qui nous regardent sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je serai votre porte-parole et je les poserai sur le plateau les questions. Donc on a parlé un peu des stéréotypes, mais là, dans les mangas, il y a aussi beaucoup de folklore et de spiritualité. Comment les auteurs, ils arrivent à rendre ça réel et aussi attractif pour le commun des mortels? Tu veux dire les gens qui ne sont pas eux-mêmes des esprits? Exactement. Comment aborder la question? Je sais pas trop comment commencer la c'est question. toi qui m'as donné la réponse tout à l'heure, tu savais. Oui. En le mettant dans... Alors déjà, je comprends pas cette question. Pourquoi il faudrait rendre un truc qui est ultra attractif de base attractif? Je plaisante. En l'ancrant dans une réalité, je pense. Oui, c'est ça. À partir du moment où on introduit une dimension fantastique dans un monde réel qu'on connaît, d'un coup, on va lui donner une réalité un peu plus tangible, plus que il était une fois dans un pays lointain. Non, en fait, là, c'est aujourd'hui, maintenant. Paf, il y a un fantôme qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment on réagit? C'est aussi ça qui donne tout l'intérêt. Par exemple, dans Kemono Incident, c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est
une série où il y a énormément de personnages qui relèvent du folklore. Donc on va avoir un garçon qui est mi-humain, mi-ghoul. On va avoir une renarde qui du coup a un pouvoir de métamorphose. On va avoir un tanuki aussi qui a le pouvoir de métamorphose aussi. Enfin, on a divers êtres surnaturels qui viennent du folklore japonais, qui sont dans la vie de tous les jours, qui se font dans la masse du Japon actuel. C'est comment ils arrivent à s'intégrer, et puis même comment ils arrivent à concilier leur vie parmi les humains en se cachant tout en étant des créatures surnaturelles, donc avec des pouvoirs, avec des besoins, etc. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt, c'est de jouer sur cette dualité-là, tout en la rendant crédible, en fait. Parce que, par exemple, il y a des ogres, et les ogres, ils mangent des humains. Mais quand on est né un ogre, c'est pas notre faute. Donc il faut qu'on se débrouille avec ça, quoi. J'espère pas trop spoiler en avant ce qui se passe dans Kemono, mais voilà, il y a toute une communauté d'ogres et ils sont derrière genre des compagnies, des entreprises écrans. C'est ultra ancré en fait, ça fait un peu genre gros conglomérat. C'est ultra ancré dans le réel, ça. Et ils élèvent des humains de manière très gentille, comme nous on élève des vaches et on les aime bien, et puis après on les mange. C'est ultra réel. C'est marrant parce que c'est en parlant que je m'en rends compte. Quand j'avais lu ce passage, je fais ok, très bien. C'est un peu dérangeant, mais c'est vrai que dans leur structure, si tu le transposes dans un autre monde et que c'est, tu vois, c'est nous les ogres, voilà quoi. Et il y a une agence de détectives, il y a des gens qui sont infiltrés dans la police, et il y a aussi tout un univers, tout un village, d'ailleurs, il y en a 2 d'ailleurs, sans trop vous spoiler, qui sont cachés complètement, et dont ces personnes-là, elles ne se mélangent pas, en revanche. Et je trouve qu'il y a ce côté qui existe dans plusieurs séries surnaturelles, etc., c'est la mascarade, en fait. On fait semblant d'être comme les autres et on cache derrière le voile, quoi, une espèce de... cette réalité que nous, on vit aux autres gens qui font pas partie, aux non-initiés, quoi, on va dire. Tu veux dire que c'est une sorte de pamphlet social, on va dire, de reflet de la société Avec ça peut, oui, ça peut. Tu veux dire quelque chose, Winnie? Dis-nous un truc intelligent. Non, j'ai rien à ajouter, non. En fait, à chaque fois que Ness, tu prends la parole. Non, arrête. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Kemono Incident ici? Pas du tout. C'est un super Au fond, il y en a qui ont lu. Est-ce que tu peux, on n'a pas fait tout à l'heure, mais je vais revenir juste un tout petit peu en arrière. Est-ce que rapidement, même si tu l'as dit, tu peux résumer Kemono Incident? Enfin, dire ce que c'est? Alors, Kemono Incident, c'est une série qui se passe dans le Japon d'aujourd'hui, mais du coup avec pas mal de personnages qui sont des créatures surnaturelles, donc issues du folklore japonais. Et on va suivre le personnage principal qui est un garçon qui est mi-humain, mi-ghoul. Donc pour ça, en fait, il va avoir une pouvoir... Il a la capacité de se régénérer, il va avoir une très grande force, il va avoir aussi très faim. Il est super mignon. Et il est très mignon aussi, mais bon, ça enfin, c'est son personnage. Mais je veux que ce soit mon enfant, tu comprends pas, Mathilde. Je veux adopter Cabanet. Et en fait, il va être recueilli par un tanuki qui, du coup, prend forme humaine, qui a créé une agence de détectives, en fait, dont le but est de mener des enquêtes sur des événements paranormaux pour comprendre d'où ça vient. Et surtout, le but, c'est de faire en sorte que le monde des hommes ignore qu'il y ait vraiment des créatures surnaturelles qui vivent parmi eux. Donc, il faut vraiment garder tout ça secret. Et donc, du coup, son but, ça va être de mener l'enquête, savoir le responsable et soit le calmer, soit le calmer quoi qu'il arrive, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, il va embaucher ce garçon-là et d'autres enfants vont se joindre à eux et vont faire une grande équipe, justement, de détectives surnaturels, en gros. C'est très chouette. Et ils sont trop mignons. Et l'apparition est encore en cours. Ouais. On a parlé de... Je reviens vraiment en arrière, mais on a parlé de My Happy Marriage. Est-ce que vous pouvez rapidement dire ce que c'est? Vas-y, raconte. Ça, tu sais ça. Et après, tu vas faire Blue Flag. Hein. Ah bah oui, merde, ça c'est plus compliqué. Allez, à toi, Mathilde. Alors, My Happy Marriage, c'est une série qui se passe
c'est pas dit clairement, mais ça ressemble beaucoup au Japon à l'époque plutôt Meiji, on va dire, au Taisho. Donc c'est au moment où le Japon s'est ouvert à l'Occident et du coup dans tout un procédé justement de modernisation à l'occidental accéléré. Donc il va y avoir justement l'introduction de toute De la voiture. du tram, de l'électricité. de l'électricité, même vestimentaire. On va avoir des vêtements, des costumes à l'occidental, les robes pour les dames, etc. Et même un mode de pensée qui va apparaître aussi. Et dans cette histoire, on a Mio, qui est une jeune femme qui est héritière d'une des grandes familles aristocrates, qui a été... En fait, c'est un peu comme une Cendrillon, c'est-à-dire qu'elle est née d'un premier mariage qui était complètement politique. Sa mère est morte, tragiquement, et du coup, il y a eu un remariage. La belle-mère déteste sa belle-fille et l'a réprimée toute sa vie. Elle en a fait une servante, enfin, en détruisant bien toute opinion d'elle-même qu'elle pourrait avoir. Là, elle est plus bas que terre, elle est brisée en 1000 morceaux. Et son père la défend pas du tout. Et son père n'en a absolument rien à faire. Et voilà. Et il n'a Dieu que pour sa deuxième fille qui est née du mariage qu'il a choisi lui. Et donc, notre Mio, elle a aucune estime d'elle-même, parce qu'à force qu'on lui répète toute sa vie, tu ne vaux rien, forcément, on finit par croire qu'on ne vaut effectivement rien. Et sauf qu'un jour, elle est fiancée à l'héritier de la plus grande famille du Japon, la plus puissante, et notamment, cet héritier est connu pour être extrêmement froid, horrible, méchant. Les fiancés qui ont tenté de l'approcher sont partis au bout de... la plus forte, elle a tenu à peine une semaine et ensuite elles sont parties en courant, en pleurant, tout ce qu'il faut. Donc le père a fait, tiens-toi, là, t'y vas. Et ça commence comme ça et en fait, finalement, les deux se rendent compte que l'autre n'est pas ce qu'il semblait de prime abord. Lui, il est froid parce que justement, il en a marre qu'on l'approche avec des intérêts. Alors qu'en fait, il s'avère, il va tout faire justement pour la recueillir. Il va être extrêmement touché par cette jeune femme et il va faire en sorte de l'aider à reprendre confiance en elle et à guérir et à se découvrir elle-même. Et elle va du coup prendre le temps de se remettre de la vie pourrie qu'elle a eue jusqu'à présent et de se découvrir une force et des pouvoirs qu'elle ne soupçonnait pas avoir, une force intérieure qu'elle a. Sachant qu'il a une petite dimension fantastique, car toutes les grandes familles du Japon ont un pouvoir magique. Voilà. Et donc du coup, il y aura tout un jeu d'intrigue, parce que forcément, chaque famille veut récupérer le maximum de pouvoir possible. Il y a une série qui était sur Netflix, qui est toujours sur Netflix, qui va plus loin que le manga, parce que le manga est tiré aussi du light novel. Donc la série Netflix, elle, suit le light novel. Et du coup, dans les mangas, qui suivent aussi le light novel, a une parution plus longue. Et peut-être qu'il y aura des divergences aussi, on va voir, par rapport aux auteurs, qui sont aussi différents. Donc entre l'anime et le manga, il y a déjà des petits points où c'est pas pareil. Donc je vous conseille aussi de le lire. Blue Flag. Oui, alors ça allait beaucoup plus vite. Alors, il était une fois. Alors, Blue Flag, c'est l'histoire de 4 personnages, 2 garçons, 2 filles, qui rentrent en terminale. Les 2 garçons sont stéréotypés, comme on disait tout à l'heure. Il y a le petit geek qui a juste 2-3 potes méga geeks eux aussi. Et le deuxième est un grand, blond, beau gosse, joueur de baseball dont tout le monde est amoureux. Ils étaient très amis au collège et puis ils se sont, on va dire qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre. Et lorsqu'ils arrivent en terminale, ils se retrouvent dans la même classe. Et le grand beau gosse qui s'appelle Thomas essaye... Enfin, ça se passe pas vraiment comme ça. Je vais pas... Attends, comment dire ? Donc, je recommence. Ils sont 4. Donc, ils sont 4. Donc, il y a aussi 2 jeunes filles qui sont 2 meilleures amies. Et il y a une fille qui est pareil, toujours dans les stéréotypes, une grande, brune, un peu à la Madoka dans Max et compagnie, personne n'ose l'approcher, elle est trop belle, elle est trop classe. Et une toute petite, trop mignonne, que tout le monde pense que c'est une petite fille et toute faible, quoi.
Et cette petite, celle voilà, qui est toute petite et trop mignonne, tombe amoureuse du grand beau gosse et s'approche de l'autre, qui est son ami, qui s'appelle Ichigo. Il lui dit, ouais, s'il te plaît, tu veux pas brancher avec Thomas, machin. Donc Ichigo le fait, mais à contre-cœur, parce que lui, il l'aime bien. Futaba, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, ils se rapprochent les 4 les uns des autres sur un malentendu. En gros, un essaye de brancher une avec l'autre alors qu'il est amoureux d'elle. Les 2 meilleures amies, elles sont ensemble. Et puis les 2 garçons étaient très amis avant et puis se sont éloignés. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont éloignés? Et en fait, ils commencent à traîner ensemble. Et il s'avère que les personnes qu'on aime ne nous aiment pas forcément et on n'aime pas forcément la bonne personne. Donc il y a pas, voilà, c'est une espèce de, il y a des histoires d'amour hétéro et homo qui sont traitées avec en fait, avec une espèce de poésie, une douceur vraiment extraordinaire. Ce sont des ados qui vivent au Japon, donc une société qui est quand même pas aussi ouverte qu'on pourrait le penser, et qui se posent des questions sur eux-mêmes. C'est quoi l'amitié? C'est quoi l'amour? Est-ce que j'ai le droit d'aimer cette personne? Est-ce que je peux déclarer mon amour? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Parce qu'ils sont en terminale, donc est-ce que je continue mes études? Est-ce que je commence à bosser? Ils ont aussi des histoires familiales un petit peu compliquées, etc. Et c'est sur 8 tomes, et c'est leur parcours pendant 7 années. Et comment... c'est un peu une histoire de coming out of age, c'est comme ça qu'on dit, ouais. D'entrer dans l'âge adulte, en fait, où c'est 4 persos qui se découvrent les uns les autres et eux-mêmes. Et c'est super beau, c'est vraiment traité d'une manière très très intelligente. Et il y a dans un... Bon, excusez-moi, je vais un peu extrapoler, là pour le coup, j'avais dit que je ne parlerais pas beaucoup, mais apparemment je me suis ratée. Dans un mot de l'auteur, dans un des tomes, l'auteur dit que toute sa vie, il a lu du shoujo où les gens ne se parlaient pas, où les gens ne se disaient pas leurs sentiments et ce qu'ils pensaient, et que là, il a décidé de faire le manga qu'il a toujours voulu lire. Et c'est exactement ça, quoi. Il y a des discussions, mais qui partent dans tous les sens. C'est quoi les rapports humains? C'est quoi les rapports entre amis? Les rapports entre hommes et femmes? Et qui pourrait paraître comme ça, blabla et ennuyeux quand je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment, il y a genre des discussions passionnées en fait dans ce manga qui sont vraiment très intéressantes, et moi je me suis vue à cet âge-là, et je sais que plusieurs personnes m'ont dit, mais j'ai l'impression on dirait que c'était moi quand j'étais ado, quoi. Voilà. C'est vrai que le début de Blue Flag, ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à le lire, on se dit « Ah, c'est encore un triangle amoureux dans un lycée », alors qu'en fait pas du tout. Ça commence comme ça, mais c'est justement pour se jouer encore plus de nous. Et au final, à mesure qu'on lit, on se dit, mais en fait, ce n'est absolument pas ça. On a l'impression d'avoir un triangle avec des grands stéréotypes, alors qu'en fait, c'était juste pour nous balader, en fait. Et on tombe amoureux de tous les persos, j'avoue. De toute façon, après ce discours passionné, c'est obligé que vous allez le prendre. Ah, c'est ça. Même dans le chat, il y en a un qui a dit qu'il a bien aimé le premier tome et il faut qu'il continue. Donc, je vous dis un petit truc, quand j'ai traduit le premier tome, à la fin, j'avais les larmes aux yeux, et ça m'est jamais arrivé de ma vie. Voilà, j'ai un peu trop dedans peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il est très très. C'est ton chouchou, hein, du coup. Ouais. Je regarde si vous avez des questions, toujours, si vous avez des interrogations, etc. N'hésitez pas aussi. Tu parlais du coup des termes de société qui n'ont pas forcément été développés au Japon, ou il y a peu de mangas qui en parlent. Mais est-ce qu'on peut dire que les auteurs actuels, ils prennent en compte les changements de société pour les mettre dans leurs œuvres? Bah, évidemment, parce qu'ils vivent dans ces sociétés, donc forcément, ils font partie de ces changements-là aussi. Bah, après, je peux continuer. En fait, c'est vraiment ces changements de société, on les ressent même dans les mangas, peu importe le style de manga qu'on lit, on peut le voir quand on va prendre... un manga qui est sorti dans les années, je sais pas, 80, 90 ou même 2000, on va y avoir des sujets qui sont traités de manière totalement différente, et on voit vraiment une progression à mesure que les années passent. Donc oui, les auteurs suivent le mouvement parce qu'ils sont dans ce mouvement justement. Je pense que il y a les auteurs qui racontent toujours la même chose.
Il y a aussi parce que enfin voilà, même moi je suis une vieille maintenant, hein, genre une boomeuse, donc je parle d'histoires de boomers, mais il y a aussi des nouveaux auteurs, il y a du sang frais, et ces auteurs qui ont pas grandi à la même époque que ceux qui ont fait les gros classiques, et du coup qui parlent d'autres sujets, qui les traitent de façon différente, je pense. D'ailleurs, en parlant de traitement, est-ce que d'ailleurs le manga est devenu un support pour parler des tabous? Bien sûr, mais en fait, n'importe quel support culturel de base aussi aide à parler de tabous, que ce soit en cinéma, en chanson, en peinture, et du coup aussi en manga. C'est l'un des meilleurs supports justement pour aborder ces thématiques-là. Et effectivement, là, quand on parle de la société qui évolue, et il y a des sujets pour lesquels la parole va se libérer de plus en plus, et ça se retrouve aussi dans le manga où, par exemple, Blue Flag, on a tout un sujet sur les genres, le type de personnes qu'on aime, sur les différents, même sur la sexualité un peu aussi. C'est des choses dont on aurait peu parlé avant, il y a quelques années. Là, on en parle de plus en plus, la parole se libère de plus en plus, donc on ose plus, on se pose plus de questions. Et par exemple, comme tu parlais d'homosexualité, de sexualité tout court, à une époque où c'était de manière, on va dire, beaucoup plus cachée, beaucoup plus devinée. Là maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, c'est devenu, c'est horrible de dire ça, mais c'est normal, tu vois. Même si on s'en fout de la normalité au final, mais c'est naturel, c'est beaucoup plus naturel, et ça se fond, et puis on s'en fout au final, tu vois. C'est peu importe qui c'est un être humain, c'est un personnage, et il a une histoire qui lui appartient, et le genre de personnage dont on ne parlait pas trop, ou de manière plutôt cachée ou devinée à une époque, là, ça se démocratise beaucoup plus, et on va dire que c'est dans le paysage au même égard que n'importe quel autre genre de personnage, quoi. De même, quand il s'agit de critiquer la société, par exemple, je prends sur le showbiz, sur Oshinoko, quand les auteurs critiquent l'univers du showbiz, ils y vont pas avec des pincettes. Ils y vont pas avec des pincettes, et ils ne critiquent pas que le milieu du showbiz, et franchement, parfois, sans vouloir encore me vanter, en travaillant sur certains des... Alors, Oshinoko est traduit aussi par Nesrine. En bossant sur quelques tomes, je me dis, mais j'ai l'impression que... Alors, l'auteur, je ne le connais pas, mais j'ai l'impression que c'est lui qui parle de lui-même, en fait. Il y a tout un passage sur l'adaptation d'un manga en série, l'adaptation d'un manga en comédie musicale, et tu vois les deux autrices de manga bosser toute la nuit comme des dingues, parce qu'elles doivent boucler un truc. Tu as toutes les relations avec toutes les histoires d'ayants droit, toutes les choses dont nous on parle toute la journée au travail. Comment tu fais un contrat, quel est ton droit moral sur ton œuvre, les droits d'auteur, qu'est-ce que tu vas, si tu laisses un petit peu aux gens pour leur dire, par exemple, faites les figurines que vous voulez de mes personnages, ils peuvent en faire des choses qui te blessent, toi en tant qu'auteur. Et en fait, ils parlent de ça, mais de manière pas contractuelle. En fait, on voit alors, on va un petit peu aller en gros, que ce soit des acteurs, des gens qui sont dans la réalité TV, dans une émission de réalité TV, qui est le cas dans les premiers tomes d'Oshinoko, ou des idoles, des chanteuses ou des mangakas. En fait, on dirait que c'est eux qui parlent, et tu vois leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et c'est dit d'une manière tellement ouverte que tu as vraiment l'impression d'être à leur place, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, je suis en train de m'emporter un peu, je suis désolée. Mais non, mais en fait, on a tout compris, hein. Tu es très clair. Tu es très clair, t'es juste dans
t'as l'impression de rentrer réellement dans la vie, alors que c'est un manga, c'est des dessins, tu tournes des pages, tu vois. Mais parce qu'après, ça aborde, je pense, des thèmes très actuels, très réalistes qui peuvent toucher dans le milieu artistique. Mais de manière très organique, en fait, et t'as l'impression de vraiment connaître ce que pourraient ressentir et vivre des personnes qu'on croiserait jamais, même pas dans la rue, quoi, tu vois. Des stars, des chanteurs, des... Voilà, quoi. Ouais. Il y a une question pour toi, Nesrine. Il y a Joy Polo dans le chat qui te demande est-ce qu'il y a d'autres mangas que Nesrine a aimé traduire autres que Blue Flag, Ochinoko et Les Misérables? Il me connaît bien, celui-là. Shonen Seven, j'ai bien aimé. Parce que je pouvais dire des gros mots. je pouvais un petit peu parler comme une racaille. Parce que c'est un petit peu ma nature. Qu'est-ce que j'ai aimé sur quoi j'ai aimé bosser, moi? Est-ce que je peux parler de mangas qui ne sont pas chez Kurokawa? Je sais pas. Je ne me parle pas garant de ça. Non, en vrai, je me souviens quand Greg m'avait proposé Shonen Seven, j'étais en train de faire la queue pour aller à la grotte de Lascaux. Et j'ai sauté au plafond parce que j'étais fan de GTO et je me disais, waouh, c'est un truc de ouf, comment il me fait trop confiance. Vas-y, il faut pas que je fasse de la merde. Qu'est-ce que j'avais aimé d'autre? Il y avait Les Misérables, mais il y avait aussi Le Comte de Monte Cristo, ça j'ai bien aimé, parce que j'adore les histoires de vengeance. J'ai bien aimé travailler, par exemple, sur... bon, c'est chez un autre éditeur, mais chez la série Mermaid Scar, etc. Voilà, parce que c'est une autrice que j'adore, et ça aussi, j'étais là genre, est-ce qu'il n'aurait pas fait le mauvais choix en proposant cette traduction? Moi, j'ai une question pour toi d'ailleurs. Ah, pour rebondir sur la question de Joy Polo, justement, étant donné que tu traduis différents types de mangas, déjà, comment tu choisis, parce que j'imagine que tu dois avoir plein de propositions, etc. Comment tu choisis justement sur quel manga tu vas travailler dessus? Est-ce que tu es sélectif? Est-ce qu'en mode tu prends, on me donne un travail, vas-y, j'y vais, let's go? Sincèrement? Ouais, sincèrement. Avant d'être prise chez Kurokawa, donc ça fait pratiquement 2 ans que je bosse en relecture chez eux, quand t'es freelance et qu'on te propose du boulot, tu dis oui. Parce que, alors, si c'est une super série, tu dis oui parce que c'est un honneur. Et sincèrement, j'ai plein d'amis qui sont traducteurs et quand on nous propose certaines séries, on est sincèrement heureux en mode « Ouah, ils ont pensé à moi, je vais faire un bon taf, je vais essayer. » Voilà. Et la plupart du temps, c'est « Ah, il faut que je bouffe. » C'est « Ah, si je refuse, ils me proposeront peut-être plus rien. » Donc, on a tendance à... Tu sais, il y a le FOMO. Ça. On est là, il faut que je... Ouais, côté freelance, tu t'acceptes beaucoup de trucs. Maintenant, j'avoue que depuis que je suis chez Kurokawa, déjà j'ai arrêté, j'ai lâché comme une traître plein de séries. Et puis, quand des éditeurs qui ne savent pas encore que je traduis plus trop me contacter, je leur disais, non, je suis désolée, j'ai pas le temps en fait, parce que je suis fatiguée. Tout simplement. Tout simplement. Mais est-ce que tu as, même dans ton choix, est-ce que tu vas plus privilégier genre du shoujo, du shonen, des seinen ou peu importe? Moi, j'aime beaucoup le shonen. Et en fait, je pensais ne pas aimer le shoujo parce que j'en ai fait, et on parlait des clichés tout à l'heure et des choses qui évoluent, etc. Mais il y a une époque, pour moi, le shoujo, c'était une fille qui est très bête, qui tombe amoureuse d'un garçon très intelligent. Et il la traite comme de la merde. Et elle est tout le temps dans sa tête en train de se dire « Oh, mais je l'aime. » Et ça, j'en pouvais plus, quoi, à un moment donné. Et en fait, je reparle de Blue Flag, mais c'est avec Blue Flag, et Greg a eu un coup de génie là-dessus, franchement. Je pense qu'il m'a découverte, ce mec, c'est incroyable. Je parle de mon patron de manière très bizarre. Pardon. Il m'a filé Blue Flag, et en traduisant Blue Flag, j'ai fait des belles phrases. Genre des trucs poétiques et tout. Et j'étais là, waouh, elle est belle cette phrase, dis donc. Ça m'arrive pas souvent, ça m'arrive une fois par tome, je dirais une bulle où je me dis, waouh, cette phrase elle est belle. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il suffit juste que je m'adapte un petit peu et qu'il suffit que le manga soit de qualité pour que mes mots soient beaux en fait. Voilà.
Ah, donc la qualité peut dépendre aussi. Ah, mais Si complètement. tu lis un manga, t'aimes pas trop forcément. Complètement. Si le manga est pas top, je vais pas me la péter, mais il y a des mangas qui sont pas géniaux, il y a des mangas qui sont pas très bien écrits. Et en fait, le japonais est une langue qui accepte beaucoup de défauts que le français n'accepte pas. Les répétitions, les platitudes. Ça passe crème en japonais, sérieusement. Mais en français, tu lis des trucs, tu es là, mais c'est de la merde. C'est qui a traduit ça, tu vois? Donc toi-même, quand tu traduis, tu dois faire l'effort d'essayer d'améliorer le texte. Et c'est pour ça que parfois, le français n'est pas exactement comme le japonais, parce qu'on essaye de lui donner une flavor. On essaie de lui donner une saveur, tu vois, qui n'a pas, en fait, la traduction, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses que quand on lit en japonais, on les comprend, c'est instinctif, tu vois, le japonais, c'est une langue qui se ressent vachement, c'est une langue qui est très subjective. Et quand tu passes du japonais au français, tu es obligé de changer certains trucs. Et des fois, quand c'est un peu pourri, bah, ça demande beaucoup de travail et c'est fatigant. Et des fois, tu n'y arrives pas et tu fais des trucs un peu pourris toi aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle des adaptateurs Aussi, plus que des traducteurs. Enfin, il faudrait mettre adaptation plus que traduction, parce que c'est un vrai boulot de déchiffrage, de relecture et d'adaptation pour que tout le monde puisse le relire. Ouais. Et c'est aussi grâce à votre travail que les mangas puissent enfin sortir en Ce qui librairie. peut ne pas plaire à tout le monde, hein. Moi, je me suis plusieurs fois fait critiquer sur le net parce que ce que j'ai fait n'a pas plu. Mais bon, je suis qu'un être humain. Hein. Tu es une artiste aussi quelque part. Peut-être. Tu donnes ton interprétation. D'ailleurs, Giappolo, il a dit, c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que Nesrine se donne vraiment à fond quand elle adore. Voilà. Merci. Voilà, Mais qui est cette personne? Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, comme Joy Polo, à poser vos questions. D'ailleurs, aussi une question pour toi, Mathilde, sur ta journée type en soi, dans ce que tu fais par rapport à. Alors, chez Kurokawa. c'est une question piège parce que je n'ai vraiment pas de journée type. Disons que ce métier, il faut penser à tout en même temps. Il n'y a aucune de mes journées se ressemble. Alors forcément, je vais avoir des missions qui vont revenir, mais c'est très varié. C'est-à-dire que si on prend un peu dans l'ordre de parution, enfin de fabrication, déjà, je vais faire de la prospection avec Nesrine. Donc, c'est-à-dire qu'on va lire des séries en japonais pour trouver celles qui iraient bien à notre catalogue et pour lequel on veut faire une offre. Une fois qu'on s'est décidé, je fais l'offre. Ouais, et Mathilde, franchement, elle est meilleure que moi, ça, elle a des bonnes idées. Moi, j'aime que les trucs chelous. Elle a ça, c'est bien. Ouais. Ah ouais. Une fois que l'offre est acceptée, si elle est acceptée, je fais toute la partie contractuelle, donc créer le contrat, le faire signer, récupérer les factures, faire en sorte qu'elles soient payées à temps. Ensuite, récupérer tout le matériel envoyé par le Japon, donc les planches numériques. Ensuite, du coup, il faut l'envoyer au traducteur. Donc là, il y a Nesrine et Déborah qui sont d'une grande aide là-dessus. Voilà, donc qui s'occupent, elles, du coup, de faire le lien avec le traducteur pour déjà lui faire son contrat, lui donner tout le matériel, le récupérer aussi à l'heure. Le choisir. Voilà, je vais transmettre du coup le matériel au service de fabrication, faire le lien pour tous les services transverses, donc comme communication, marketing, etc. Dès qu'ils ont des questions, des besoins d'informations sur le titre, du coup, il faut que je puisse leur communiquer. Et enfin, créer tout l'argumentaire de vente pour les représentants libraires qui iront présenter à la série aux libraires pour leur donner envie de l'acheter. Waouh! Non, c'est trop dur ça, en vrai. Hein. Moi, je me galère. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais pas ce que tu fais. Tu fais tellement de choses. Mais en gros, c'est un peu mon métier. C'est un peu ça. Donc chaque jour, c'est bon. Alors quelles sont mes urgences? Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça. Elle a je suis partout. sa grosse liste de tâches là. Surtout que je pense, elle coche. en plus, je pense à la difficulté aussi, c'est le fait que vous travaillez sur énormément de titres même en même temps. Je pense que c'est ça aussi, parce que si c'est encore sur un titre encore. C'est ça, un titre, tu suis tu vas du point A au point B, mais le problème c'est que le programme il y a chaque mois, et donc en fait je vais m'occuper un peu d'une série, mais à chaque fois à un moment clé de fabrication différent, donc il faut que je pense vraiment à tout en même temps. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Oui.
Déjà. Et oui, c'est passé vite. Merci Nesrine, merci Mathilde. Je t'en prie. Merci. Merci Winnie. Merci à toi, Merci Flavien. à vous. Merci à vous aussi, Merci à public. Et merci aussi à vous dans le live de nous avoir suivis. On revient dans 15 minutes pour une autre discussion qui portera sur les jeux vidéo comme inspiration dans les mangas, webtoons, comics. Toujours avec Winnie et moi à l'animation et avec 2 autres personnes. Merci à vous. Merci.